Les amis, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Devenir pour agir. Décidé par la Knesset en 1953, après la naissance de l'État d'Israël et construit à Jérusalem sur la colline du souvenir, le mémorial de Yad Vashem a depuis sa création 3 missions. Retrouver le nom et l'histoire de chacun des 6 millions de victimes de la Shoah, enseigner l'histoire de la Shoah, honorer les justes parmi les nations. Plus de 30 ans après, en 1989, le célèbre avocat international Samuel Pisar fonde le Comité français pour Yad Vashem. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir celui qui en est son président depuis plusieurs années. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, titulaire d'une maîtrise de droit privé de l'Université Paris-1 et d'un DEA de droit européen à l'Université Paris 2, il est reçu au barreau de Paris en 1979. Spécialisé sur le contentieux et les entreprises en difficulté, il a défendu notamment l'ancien ministre de la Culture, Renaud Donadieu de Vabre, dans le cadre de l'affaire Karachi, ou encore l'homme d'affaires Pierre Falcon, au cours de l'affaire dite de l'Angola Gate. Vous l'avez compris, j'ai l'honneur, le privilège et la joie de recevoir aujourd'hui l'immense avocat français, le fils de sa bien-aimée maman Simone Veil, maître Pierre-François Veil. Pierre-François Veil, bonjour, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre cabinet. Merci d'avoir sollicité ce rendez-vous qui m'honore. Avec grand plaisir. Je voudrais commencer par une citation de Jacques Derrida, qui souligne, il se présentait de la manière suivante. « Je suis moi, le moi est livré, offert et trahi à la fois. Et cette vérité est affaire d'amour et de police, de jouissance et de loi, et cela tout à la fois. » Et vous, maître Pierre-François Veil, qui êtes-vous? On est à la fois toujours l'enfant de son histoire, et puis l'enfant de son éducation, et puis l'adulte de ce qu'on en construit. J'entends dans ce que vous avez dit du professeur Derrida, là aussi, un lien entre le passé et le présent, et il me semble que c'est ce qui nous construit et ce qui fait que par la transmission, eh bien, nous assurons notre avenir. Nous allons reparler de tous ces thèmes que vous venez d'aborder dans votre présentation, mais tout simplement pour vous connaître un tout petit peu plus, quelle est selon vous votre plus belle qualité? C'est aux autres qu'il faudrait le demander. Et c'est très exigeant de le demander pour... c'est aux autres qu'il faudrait le demander. Peut-être une forme d'indulgence. J'espère en tout cas que ce sont des qualités de cœur. Alors, maître Pierre-François, je voudrais rentrer dans le vif du sujet. Je vais découper l'interview en 2 parties. La première sur la justice et la seconde en tant que président pour Yad Vashem. Tout d'abord, vous êtes un grand avocat français. Quelle définition donnez-vous de la justice? C'est à la fois une vertu. Je reprends, je crois, un propos de l'actuel garde des Sceaux. Mais c'est à la fois une vertu et une institution. Une vertu parce que la justice, c'est cette femme représentée dans notre statuaire par une balance et l'équilibre, et la justice incarne ce que nous espérons tous de nos relations avec autrui. Et puis c'est une institution qui fonctionne de façon différente selon les pays, qui a un rôle différent selon les époques, et par conséquent avec des forces, des faiblesses, des insuffisances,
et ces drames comme toute institution. Et alors la justice, pour reprendre les propos d'Aristote, est-ce une affaire d'égalité ou d'équité? La justice, c'est une affaire. Alors, c'est une affaire de droit. Ce n'est ni une affaire d'égalité ni une affaire d'équité, c'est une affaire de droit. L'égalité et l'équité, ce sont des. Alors, le droit aussi, mais. Le droit aussi, bien sûr. Mais l'égalité et l'équité ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, des vertus absolues. L'équité correspond, tout comme le droit, à la conception qu'on a à un moment donné de ce que doit être l'égalité ou de ce que doit être ou de ce qu'est l'équité. Si, pour prendre un exemple tout à fait marquant, quand au lendemain de la Révolution, puis en 1848, on institue le vote, le suffrage universel. On institue le suffrage universel pour qui? Pour les hommes. Il n'a même pas traversé l'esprit de qui que ce soit que ce suffrage universel, qu'on appelait universel, il conservait aussi bien les femmes que les hommes. Il faudra attendre à peu près un siècle, pas tout à fait, 1946. Donc voilà, bien. Et par conséquent, entre guillemets, l'équité, enfin, je ne sais pas s'il faut parler d'équité, mais l'équité, on en avait une conception tout à fait différente, et pourtant on était absolument certain, en 1848, quand on institue le suffrage universel, qu'il était universel, par opposition au suffrage censitaire. Pourtant, évidemment, il laissait juste de côté, pardon, la moitié des électeurs naturels, enfin, des électeurs potentiels. Pourquoi ai-je parlé du droit concernant la justice? Parce que c'est d'abord, et c'est ce qui prime dans nos systèmes judiciaires et dans le système judiciaire, le respect de la norme. Quand nous disons que nous avons confiance dans la justice de notre pays, que disons-nous? Nous ne disons évidemment pas que chaque juge, chaque décision rendue, et toujours la justice, simplement, elle est une décision judiciaire. Et nous la respectons parce qu'elle est une décision judiciaire. Elle s'impose, c'est comme ça. Alors, ça heurte évidemment le perdant, ça peut heurter l'opinion publique, ça peut heurter les médias, ça peut heurter le pouvoir politique. Mais nous avons choisi de nous mettre dans un corps de droit, de loi, que nous fixons par des systèmes démocratiques, et une fois que ces lois sont fixées, nous désignons des gens pour les appliquer, et nous décidons collectivement de nous plier à ces décisions, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas. C'est le corpus juridique. On l'oublie souvent, et c'est vrai dans plein de choses. On parle en ce moment, et c'est extrêmement à la mode, de violences de manifestations qui répondraient aux violences de l'État. Mais il y a une différence considérable. C'est que la violence de l'État, d'abord, elle est contrôlée, elle est dans le cadre d'un État démocratique, bien évidemment. Je parle dans le cadre d'un État démocratique. Les choses sont tout à fait différentes dans un État qui n'est pas un État de droit. Mais dans un État de droit, la violence de l'État est une violence légitime. Et elle est d'abord, elle est organisée juridiquement dans le cadre de la loi, et elle est exercée pour la préservation des institutions. Ça n'a rien à voir avec les violences auxquelles certains peuvent appeler ou certains peuvent créer hors la loi. Mais alors, vous parlez, maître, vous parlez de la confiance en la justice. M'occupant de beaucoup d'étudiants, je m'aperçois de plus en plus, et ils me le disent eux-mêmes, nous n'avons plus confiance en la justice avec toutes les affaires qu'il y a, etc. Les grands auteurs, je pense à Bernard Werber, qui soulignera même que la justice est une illusion. Comment encore croire, maître, en la justice de notre pays aujourd'hui? D'abord parce que
D'abord parce que sans justice, sans système judiciaire et sans justice, nous sommes au retour à la loi de la jungle. Et que personne ne peut souhaiter de vivre dans la loi de la jungle. La première quand les hommes ont commencé à s'organiser, ils se sont organisés en mettant en place progressivement des outils régaliens. Oui. Et quels sont-ils, ces outils régaliens? Ils sont la sécurité extérieure, la sécurité intérieure, l'ordre. Et la sécurité intérieure, elle est assurée par, évidemment, des forces à la disposition de l'autorité, et puis la présence d'une institution qui est capable d'arbitrer les conflits. Et le système judiciaire, c'est d'abord cela. C'est la capacité d'arbitrer les conflits. Alors, dans notre pays, nous avons un peu de retard là-dessus. Pas dans notre corpus légal, mais dans le fait que pendant très longtemps, l'arbitre des conflits, l'arbitre des litiges, a été d'abord le roi, ensuite le pouvoir politique, puis l'administration. Et il y a, au fond, par rapport aux pays anglo-saxons, par exemple, du retard dans le regard porté sur la loi et dans le regard porté sur le juge comme arbitre des conflits, j'allais dire comme arbitre des élégances. Si on regarde, si vous lisez l'histoire d'Angleterre, vous voyez que le juge, il y a un rôle prépondérant beaucoup plus tôt qu'en France. Et en France, pendant très longtemps, au fond, le juge était relativement déconsidéré, ou considéré comme au service du pouvoir. Oui. Et il y a une raison historique à cela, bien sûr. C'est la défiance du pouvoir à l'égard des parlements qui va aller jusqu'à faire la Révolution française. Et par conséquent, y compris dans la Constitution de 1958, on ne parle pas de pouvoir judiciaire, on parle d'autorité judiciaire. Pourtant, on voit bien qu'aujourd'hui, cette autorité judiciaire, elle a conquis son indépendance. Je dis bien conquis. Elle a conquis son indépendance. Et elle est autonome. Pourtant, on ressent une forme de frustration. Elle donne le sentiment qu'elle n'est pas indépendante. Moi, je crois qu'elle l'est. Bon. Enfin, en tout cas, je crois que l'indépendance aujourd'hui, elle est dans les têtes et elle est dans la capacité du juge à s'extraire d'éventuelles contraintes et contingences qui planent au-dessus d'elle. Alors, sans aller jusqu'à ce que disait Clémenceau, mais c'était il y a un siècle, et c'était une époque où effectivement le juge était très dépendant. Il n'y aurait, disait Clémenceau, il n'y aurait de juge indépendant que le premier président de la Cour de cassation, puisqu'il ne pourrait plus être promu, et encore, faudrait-il qu'il soit grand croix de la Légion d'honneur. Il ne pourrait plus non plus être promu dans l'ordre des distinctions. C'est une boutade. Aujourd'hui, voilà. L'ordre judiciaire, on le voit bien, l'ordre judiciaire a conquis, encore une fois, son indépendance. Ça reste très difficile à admettre, aussi bien de la part du corps judiciaire, qui n'en est pas conscient, que du corps politique, voire que de nos concitoyens qui au fond, sont d'accord avec cette indépendance quand la justice leur donne raison, mais quand elle leur donne tort, ils ne sont pas du tout d'accord avec. Et on a tous encore tendance à avoir, à l'égard du pouvoir politique, une espèce à la fois
de haine à certaines époques, mais aussi de déférence à certaines époques, qui fait que quand on croise le président de la République, il suffit de voir du reste sur les images quand il parle avec, il sort beaucoup en ce moment, et quand il parle avec les gens, on lui glisse des demandes, on lui fait des demandes. On a le sentiment qu'en passant par le roi, qu'en passant par le monarque, on va obtenir plus rapidement une décision, une exécution, oui, la mise en œuvre d'une démarche. Voilà. On est encore très très monarchique, dans notre état d'esprit tous. Oui, mais alors est-ce que le fait de ne pas arriver à avoir, vous parlez du roi, du monarque, etc., l'injustice apparaît à ce moment-là, du moment où la justice ne répond pas à notre demande? Quelle est votre définition de l'injustice? Je ne crois pas que l'injustice soit dans nos systèmes de droit. Il y a bien sûr des décisions qu'on ne comprend pas. Il y a bien sûr des décisions qui nous paraissent injustes. Il y a bien sûr des décisions qui nous paraissent mal fondées, mauvaises. C'est du reste pour ça qu'il y a un système de recours judiciaire qui fait qu'on peut faire appel d'une décision judiciaire et puis elle peut être modifiée. Parfois c'est difficile parce que les institutions ont tendance à se répéter, parce que le concept de droit lui-même est fondé sur la jurisprudence et que par conséquent, quelque chose qui a été jugé 10 fois, après tout c'est peut-être bon pour être jugé une 11e fois jusqu'à ce que, mais ça évolue. C'est pas ça l'injustice. L'injustice c'est qu'il y a des gens qui naissent sur les trottoirs de Bombay et qui meurent avant d'avoir respiré. Voilà. L'injustice c'est qu'il y a des gens qui naissent avec des troubles physiques ou des troubles psychiques. C'est ça l'injustice. Voilà. Et comment expliquez-vous aujourd'hui, et je pense à la nouvelle génération, qui a peur des lois et qui souligne souvent que les lois leur restreignent leur liberté? Enfin, en même temps, ils en demandent en permanence des lois. C'est ça. On est dans une société, on vit dans une société tout à fait paradoxale. On recherche sans arrêt, on est demandeur de normes et on trouve qu'il y en a trop. Et on est tous, moi le premier, moi comme les autres en tout cas, à considérer qu'il faut toujours plus de normes, toujours plus de règles, toujours plus de lois, toujours être plus protégé. Plus on se protège, plus on crée de la norme et plus on crée des possibles infractions dont on peut soi-même se rendre l'auteur. Et vous ne pensez pas qu'actuellement il y a, je dirais, une difficulté ou une mauvaise distinction entre le pouvoir et l'autorité? On confond beaucoup les deux. Et quand on pense avoir l'autorité, les gens disent on a du pouvoir et vice-versa. Oui, on a une confusion, il y a de larges confusions de la pensée, mais parce que c'est une banalité, mais on a dans notre pays, on le ressent du reste, on a dans notre pays une grande difficulté d'éducation. Oui. Et tout revient à ça en réalité. Maître Pierre-François Weil, vous me faites je dirais la transition avec la seconde partie de l'interview, à savoir que maintenant on va discuter en tant que président pour Yad Vashem, du comité français pour Yad Vashem. Et je voudrais vous citer, le 28 janvier 2016, vous prononciez un discours lors de la soirée d'hommage aux Parisiens, aux Parisiennes, juste parmi les nations, et l'adhésion de la capitale des villes et des villages des Justes de France. Et j'ai écouté ce discours, et je vous cite, « Les justes sont une lueur d'espoir dans la nuit, ils sont une étincelle dans les ténèbres. » Maître Pierre-François, en quel sens, comment peut-on affirmer, n'est-ce pas, finalement que les justes sont une force, et resteront une force pour l'humanité? C'est un regard ex post, puisque les justes parmi les nations, c'est une distinction, c'est la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, que l'État d'Israël a décidé par une loi,
vous l'avez dit en introduisant notre propos, notre échange, d'attribuer aux gens qui, dans l'Europe occupée, dans l'Europe nazie, c'est-à-dire entre 1939 en Allemagne et puis 40-41 dans le reste de l'Europe, ont, au péril de leur vie et sans contrepartie, porté assistance aux Juifs pour échapper aux persécutions, aux rafles, à la déportation et en définitive à la mort. C'est juste parmi les nations, ce sont des gens qui, par des actions individuelles, alors il se trouve que la définition et la façon dont la commission juridique de Yad Vashem attribue cette distinction est fondée sur des actes individuels et non pas des actes politiques ou des actes... C'est comme ça. Est attribuée, après l'examen d'un dossier, à des gens qui ont effectivement, au péril de leur vie, porté assistance à telle ou telle personne pour les aider à un moment où ils étaient pourchassés, poursuivis, obligés de se cacher. Voilà. Pourquoi c'est une étincelle dans la nuit? Parce qu'il me semble qu'il n'est pas très compliqué de comprendre que cette période de l'histoire est une période sombre de l'histoire, pour ne pas dire de l'Europe, qui se voulait le cœur du monde, qui se voulait le centre de la culture, qui se voulait l'Allemagne était le pays de la philosophie, et pourtant, eh bien, pendant 5 ans, ils ont fait régner, le régime nazi a fait régner sur l'Europe une période de ténèbres. Et que pour les gens qui étaient poursuivis, pourchassés, voués à la mort, on fêtait il y a quelques jours la commémoration des 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie. Tout le monde, je pense, on a beaucoup vu d'images, c'était abominable. Les gens qui ont eu le courage, alors qu'ils mettaient leur vie en danger, et qu'ils mettaient la vie des leurs en danger, de porter assistance à des gens qu'ils ne connaissaient pas, oui, ce sont des justes parmi les nations. Et c'est vrai qu'à un moment où non seulement l'espoir de ces individus disparaissait, mais même l'espoir de l'humanité. Ils ont constitué la survie des sentiments de l'humanité, de ce qui forge la capacité à vivre ensemble, et d'abord, alors la troisième vertu de ce qui est au fronton de nos bâtiments publics, la fraternité. Oui. Et en quoi cet exemple de ce courage que ces justes ont eu font-ils écho, ou en tout cas éclairent-ils le courage que nous, aujourd'hui, quelques décennies plus tard, nous devons avoir à notre tour? Il faut être très prudent. Il faut éviter de banaliser et éviter de créer, constituer, lancer des concurrences victimaires. Mais dans toute période, et chacun d'entre nous, nous sommes, à des moments ou à des autres, confrontés à des situations dans lesquelles nous avons le choix. Et au fond, c'est ce choix qui identifie, c'est ce choix de ce geste, spontané ou calculé, qui identifie le fait qu'à un moment donné, effectivement, mais dans une situation tout à fait particulière, encore une fois, qui est une situation dans laquelle les gens risquaient, au péril de leur vie, d'ouvrir la porte à quelqu'un qui était pourchassé, c'était au péril de sa vie. Il y a des gens qui ont été fusillés, pris en otage, envoyés en déportation pour avoir aidé. Oui. Donc, voilà. Mais ça reste une leçon dans l'histoire. Et je pense qu'il faut l'entendre comme cela. Et puis au-delà de cette leçon dans l'histoire, ça reste aussi
une partie de la vérité de la vérité historique. Alors pendant très longtemps, on l'a dissimulé ou amoindri, ou voilà. On utilise souvent l'histoire, mais l'histoire de la Shoah, mais pas seulement, comme un instrument pour le présent. Alors, juste après la guerre, il était absolument essentiel de mettre la France du côté des vainqueurs, et par conséquent, la France entière avait été résistante. Et puis, il y a eu une période de reflux avec les générations. Et après 1968, dans les années, au début des années 70, les nouvelles générations, ça faisait partie un peu de la révolte contre le gaullisme, de la remise en cause de toute cette période. La France n'était plus qu'une France de salauds. Il n'y avait eu que des salauds. Et la France s'était vautrée dans la collaboration, et il n'y avait eu que des collaborateurs. Bon. Et il y a en particulier un film qui a fait grand bruit, qui était Le Chagrin et la Pitié. Et tout le monde, voilà. Bon. Au fond, il fallait être un communiste ou un crétin pour être résistant. Sinon, on était collabos. Au mieux, on n'avait rien fait, on s'était planqué. La vérité est toujours plus compliquée. Et les justes parmi les nations, qu'on a mis du temps à reconnaître en France, pour des raisons complexes, ils sont aussi une partie de cette histoire de France. Et ils sont aussi une partie de l'explication pour laquelle, contrairement à d'autres pays, je pense à la Pologne, je pense à l'Ukraine, je pense aux pays baltes, dans lesquels entre 80 et 90% de la population juive ont été éradiqués par les nazis. Mais je pense aussi à la Hollande, qui n'est pas dans les territoires de l'Est. Oui. Je pense aussi au Luxembourg, qui n'est pas dans les territoires de l'Est, dans lesquels les populations juives ont été décimées. En France, 75% de la population juive n'a pas été déportée, n'a pas été arrêtée. Restée en France. Alors, c'est bien sûr grâce grâce au réseau d'entraide, mais c'est aussi grâce aux justes parmi les nations, c'est-à-dire à ces gens qui ont, encore une fois, au péril de leur vie, porté assistance, porté aide, été un secours. Alors, il y a en France, il y a dans le monde 28 000, 29 000 justes parmi les nations. En France, il y en a 4 200. Parce que, encore une fois, c'est une distinction qui est remise par l'État d'Israël et qu'il faut, encore faut-il, que les bénéficiaires de cette aide, les gens, les aient désignés et choisis de vouloir qu'ils soient honorés et fait le nécessaire. Mais il y a des tas de gens, en réalité, et il y a, j'allais dire, parmi la plus belle histoire de juste parmi les nations, c'est celle que nous ne connaissons pas encore. Oui. Voilà. Et il y a, du reste, à Yad Vashem, un monument aux justes parmi les nations inconnus. Et encore la semaine dernière, j'étais à Nice, auprès du maire de Nice, Christian Estrosi, pour inaugurer, à côté de la plaque aux justes parmi les nations de Nice et des Alpes-Maritimes, qui honore de mémoire 132 justes parmi les nations identifiés et désignés, pour inaugurer une plaque aux justes parmi les nations inconnus, c'est-à-dire tous les gens qui ont aidé, mais dont on n'a pas retrouvé la trace, ils ont disparu. Voilà. Il y a quelques instants, Pierre-François Weil, vous avez évoqué le présent, et je ne peux m'empêcher de faire référence à Paul Ricoeur, La mémoire, l'histoire et l'oubli. Dans cet ouvrage que j'ai beaucoup étudié lors de ma thèse, il fait référence bien sûr au présent, et exactement il se pose deux questions, à savoir de quoi doit-on faire mémoire et de qui ces mémoires sont-elles. Et en fait, il réunit ces deux questions dans le présent, et ma question est la suivante, Pierre-François Weil, quelle est la force et la faiblesse du présent dans la mémoire?
D'abord, je pense que il faut distinguer la mémoire de l'histoire. On parle souvent, j'entends très souvent la formule devoir de mémoire. Ça fait partie du vocabulaire un peu obligé, obligatoire. Il faut faire devoir de mémoire. Moi, je suis très, très sceptique à l'égard de ce devoir de mémoire. Je pense du reste que... Pardon. Je pense du reste que ça vient d'une dérive, enfin d'une dérive, oui, d'une dérive de vocabulaire du judaïsme. Dans le judaïsme, lorsque les gens sont morts, on a une obligation de zachor, de se souvenir. Et oui, on a à l'égard des siens, à l'égard de ses ancêtres, de ses parents, de ses ancêtres, un mémoire, une obligation de se souvenir, qui s'inscrit dans le fait de rappeler le nom des personnes décédées, de parler d'eux. On dit du reste que tant qu'on parle de quelqu'un, il n'est pas mort, il n'est pas disparu. Je ne crois pas que ce devoir, il pèse sur la... il soit comme une espèce de poids qui pèse sur la société. Et je pense que lorsque les... pour revenir à votre question, je pense que le présent s'inscrit dans la continuité du passé, et pour cela, il a besoin d'avoir son histoire, mais pas une mémoire au sens où on l'entend, qui serait une forme de culpabilisation. Ça, je crois que c'est extraordinairement négatif. Il ne faut pas faire peser sur les générations présentes ou sur les générations futures le poids de l'histoire. Et parler de devoir de mémoire, c'est introduire cette idée de poids. Je ne crois pas. En revanche, il faut connaître son histoire. Il faut que collectivement, nous sachions quelle a été notre histoire, individuelle, familiale, mais collective. D'où nous venons pour savoir où nous allons. Pas en termes de, encore une fois, de devoir de mémoire, mais en termes d'éclairage. Alors, ensuite c'est aux historiens de travailler. Les historiens, ils viennent après la mémoire. La mémoire, c'est celle des survivants. Moi, je n'ai pas la mémoire de quelque chose que je n'ai pas vécu. Oui. Je peux l'entretenir, je peux éventuellement me souvenir, mais je ne suis pas cette mémoire. Il ne faut pas confondre. Pierre-François Weil, votre bien-aimée maman, Simone Weil, n'aimait pas, et vous le soulignez très justement, cette expression « devoir de mémoire ». Et elle soulignait que le seul devoir était celui d'enseigner et de transmettre. Autrement dit, oublier ce devoir d'enseigner et de transmettre, est-ce une faute ou une erreur? Non, c'est un risque. C'est un risque de ne plus savoir qui on est et où on va, ce qu'on est. Le général de Gaulle disait que, pour être très concret, le général de Gaulle disait « l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye ». Nous savons bien que souvent, et nous le disons, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut connaître son histoire. Il faut connaître l'histoire de l'Europe pour comprendre pourquoi nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Ce qui explique ce que nous sommes. Ce qui explique nos relations conflictuelles, non conflictuelles. C'est d'abord notre histoire.
Et si on ne la transmet pas, on ne peut pas comprendre, on n'a pas les clés pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Par conséquent, oui, bien sûr, au contraire de ce devoir de mémoire qui serait comme une espèce d'icône qu'il faudrait protéger, regarder, admirer, vénérer, il faut, pour que les jeunes générations, pour que l'histoire ne se répète pas, mais aussi pour que les jeunes générations aient confiance dans leur vie et aient confiance dans leur avenir, oui, il faut transmettre, parce que ça c'est transmettre et éduquer. C'est notre premier devoir d'adulte, de transmettre des valeurs pour lesquelles, dont nous pensons qu'elles sont essentielles pour notre vie, et d'éduquer nos enfants. Et on voit bien que aujourd'hui, c'est la grande difficulté que nous avons. C'est une difficulté individuelle et c'est une difficulté collective. Notre organisation sociale rend les choses plus difficiles, et puis les difficultés de la vie, enfin, on voit bien tout simplement qu'être une mère célibataire avec 3 enfants, bah, c'est compliqué, non seulement d'abord de nourrir et de faire dormir ses enfants, mais ensuite de les éduquer, de leur transmettre, de ne pas les laisser dans la rue. Voilà, c'est... Pierre-François Weil, malheureusement l'interview s'achève, mais merci infiniment de m'avoir reçu, merci pour la profondeur de vos propos et votre humanité qui me touche beaucoup. Et je voudrais terminer par une citation d'Hannah Arendt, à mon sens qui caractérise beaucoup qui vous êtes et ce que vous faites. Je la cite, c'est avec l'éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, mais de les préparer d'avance à la tâche de renouveler un monde commun. Cher maître, merci de m'avoir reçu et merci de continuer d'être pour nous cette étincelle dans notre humanité pour nous rappeler toujours la présence des justes parmi les nations. Merci à vous. Merci infiniment. Les amis, je vous remercie et je vous souhaite une agréable semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. À très bientôt, merci infiniment.